Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast De la vie à un plan pour toi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous avez passé de bonnes vacances si vous en avez eu. De mon côté, c'est la rentrée. Je reprends le podcast, je reprends les coachings, bref, je reprends le boulot quoi. Vous n'avez peut-être pas l'impression que je suis partie parce que j'avais fait en sorte que vous ayez des épisodes de podcast toutes les semaines, mais j'ai coupé pendant 2 semaines et demie et ça m'a fait vraiment un bien fou de pouvoir me reposer. Je suis vraiment hyper en forme, hyper excitée, pour cette rentrée et du coup, vous l'avez vu dans le titre, pour cette rentrée, j'avais envie de vous parler de 10 questions qui me semblent essentielles, fondamentales pour démarrer une relation saine, pour construire une relation saine. D'ailleurs, comme souvent, je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas parlé de ces fondamentaux avant?» Donc déjà, je vais vous dire pourquoi il est important de se poser ces questions-là avant d'entrer dans une relation, pour la simple et bonne raison que, surtout quand on est dans la dépendance affective, quand on est sur le chemin de guérison, on peut encore avoir tendance à choisir une relation ou à se mettre dans une relation pour panser nos blessures, pour combler nos besoins. Et en fait, c'est hyper important pour que la relation se passe bien, pour qu'elle soit saine, de se poser des questions sur soi, de vraiment apprendre à se connaître, faire un travail d'estime de soi. Alors, je ne dis pas, voilà, je sais que c'est un unpopular opinion parce qu'on entend ça pas partout, mais tu n'as pas besoin de t'aimer à 100% pour construire une relation saine. Parce que, en fait, si on pense comme ça, on va jamais la vivre. Donc, c'est important de faire un travail sur soi, de comprendre en fait quel est l'impact d'une mauvaise estime de soi dans une relation. Mais ces questions, j'ai envie qu'elles vous guident aussi peut-être à vous poser et faire ce travail-là de connaissance de soi, mais comprendre aussi pourquoi ça va être vital et crucial dans une relation d'avoir les réponses à ces questions pour choisir, pour rencontrer des partenaires qui vont vous correspondre. Donc, on va démarrer avec la toute première question qui est: qu'est-ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, indépendamment d'une relation? Pourquoi je veux que vous vous posiez cette question? Parce que si vous ne savez pas ce qui peut vous rendre heureux seul, vous risquez, comme c'est possible que vous l'ayez déjà fait, de chercher votre bonheur chez l'autre, de mettre le pouvoir de votre bonheur dans les mains de quelqu'un. Et le résultat, c'est que vous allez être dans une dépendance émotionnelle qui va tuer la relation à petit feu, dans le sens où, et je sais très bien que vous savez de quoi je vais parler, euh, la personne vous envoie un message, vous vous sentez bien, elle vous envoie pas de message, vous vous sentez pas bien, vous voyez la personne, vous vous sentez bien, vous voyez pas la personne, vous vous sentez pas bien. Bref, quand tout votre monde dépend d'une seule personne, quand votre bonheur ne dépend que d'une seule et même personne, alors vous ne pouvez pas être dans une relation qui soit saine parce que vous mettez absolument tout le centre de votre vie autour de cette personne-là. Donc il est important déjà de se demander avant toute chose qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse dans la vie, indépendamment de toute relation. Et je sais que ça peut parfois piquer un peu parce qu'on peut se rendre compte à quel point on a tellement mis les relations au centre de nos vies que on a carrément oublié ce qui pouvait nous rendre heureux autour. Mais je vous le dis, avant de démarrer une relation, c'est important d'avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres sources de bonheur et d'épanouissement. La deuxième question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est celle des 3 valeurs non négociables dans une relation. Cet exercice, je le fais avec mes clients en plus poussé parce que connaître ces valeurs, c'est déjà démarrer avec des bases solides. En fait, sans valeurs claires, tu accepteras n'importe quoi par amour. Hem, En fait, si vous avez des conflits autour de ce qui sont vos valeurs fondamentales, ça va créer du ressentiment. Il y aura vraiment une incompatibilité, à mon sens, qui va détruire la relation. En fait, je vous donne un exemple tout simple. Si dans vos valeurs non négociables, il y a la tolérance et que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous semble pas tolérant, en tout cas selon vos définitions, bah forcément, ça ne va pas être compatible. Mais si vous ne savez pas
que vous avez besoin d'être avec quelqu'un de tolérant et ce que ça implique et quel est le cadre de la définition que vous donnez à cette tolérance, ça va être très compliqué de pouvoir identifier ça chez l'autre. Donc vous avez besoin de vous dire: «OK, quelles sont mes valeurs, fondamentales?» Vous en notez plein. Vous pouvez trouver même sur internet des listes de valeurs si ça ne vous vient pas spontanément. Ensuite, vous les mettez, on va dire, par ordre de priorité, plus ou moins, et vous en gardez 3 qui vous semblent être fondamentales et vous en donnez une définition claire. Pas la définition du Larousse. Je veux vraiment que vous mettiez votre propre définition là-dedans. Et si vous avez envie de pousser l'exercice plus loin, vous pouvez mettre en fait comment moi j'incarne cette valeur au quotidien et comment je veux que ma partenaire incarne cette valeur au quotidien dans notre relation, hors de notre relation. Ça va vous permettre en fait de savoir exactement ce qui compte pour vous dans une relation et souvent vous allez vous rendre compte qu'en fait inconsciemment ces valeurs-là vous allez les retrouver chez vos amis. C'est souvent en fait ce qui nous attire chez les gens, mais quand on est dans la dépendance affective, pas nécessairement chez un partenaire, donc c'est important de les avoir en tête pour pouvoir les identifier chez un partenaire potentiel. La troisième question, c'est comment je réagis face au désaccord. Est-ce que j'ai tendance à fuir? Est-ce que j'ai tendance à attaquer? Est-ce que j'ai tendance à plutôt être dans le dialogue? Pourquoi? Parce que les conflits sont inévitables dans une relation. Quand je parle de conflit, je parle de désaccord, je ne parle pas de violence. Voilà, qu'on se le dise. Mais je pense que les désaccords sont inévitables et ça, si tu ne connais pas ton schéma, si tu ne sais pas la manière dont tu réagis face au désaccord, tu risques de reproduire les mêmes erreurs à chaque fois qu'il y a une tension. Et au contraire, connaître sa façon de gérer les conflits, c'est aussi pouvoir l'améliorer et c'est pouvoir la reconnaître pleinement. C'est pouvoir aussi, potentiellement en parler avec l'autre parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a du mal avec la communication qu'on ne peut pas, en fait, désamorcer, hem, certains sujets, certains conflits, certaines tensions. Ce qui compte, c'est d'être pleinement conscient de la manière dont on a tendance à réagir pour pouvoir expliquer à l'autre qu'il y a rien de personnel et que c'est notre manière à nous d'agir de telle ou telle manière. Personnellement, avec mon copain, on n'a pas forcément la même manière de réagir face au désaccord. Moi, j'ai une manière de le faire, lui, il a une autre manière et moi, j'ai dû apprendre aussi à comprendre que c'était pas contre moi, mais qu'il faisait ça pour lui et du coup, on a réussi à trouver notre équilibre dans notre manière de réagir face au désaccord. Mais il y a un truc hyper important, c'est qu'il faut quand même discuter de ça. En fait, il faut que vous sachiez, même si votre partenaire a tendance à fuir les désaccords, il faut qu'à un moment, vous puissiez le savoir, mais vous ne le saurez qu'en sachant comment vous réagissez d'abord et ce dont vous avez besoin dans une relation pour vous sentir bien. La quatrième question, c'est justement, je reparle de communication, c'est est-ce que je suis capable d'exprimer mes besoins sans attendre que l'autre les devine? Pourquoi je veux que vous soyez à 100% honnête envers vous-même en répondant à cette question? Parce que je sais par expérience que l'attente silencieuse, c'est ce qui peut tuer des relations, plus parfois que d'autres, facteurs comme, les problèmes d'argent ou l'infidélité ou voilà, d'autres, désaccords, d'autres conflits. En fait, le fait d'attendre de l'autre des choses qu'on n'exprime pas, c'est vraiment foncer dans un mur. Si tu n'arrives pas à dire ce dont tu as besoin clairement, tu vas créer des frustrations en toi dans un premier temps, qui vont finir par exploser et qui feront exploser le couple. Pour moi, c'est vraiment j'aurais pu la mettre en top one, parce que je suis pour, je cultive ma relation et mes relations pour qu'on puisse se dire les choses en toute liberté, qu'on puisse se sentir libre de se dire les choses, d'exprimer ses besoins, de dire, voilà, bah, tu vois, là, j'ai besoin de tendresse, là, au contraire, j'ai besoin d'espace, là, j'ai besoin qu'on discute, là, j'ai plus besoin, qu'on fasse une activité à 2 parce que ces derniers temps, on n'en a pas fait suffisamment. Là, j'ai besoin, de me sentir rassurée. Bref, que vous sachiez le dire. Donc déjà, être conscient de: «Est-ce que je suis capable d'exprimer mes besoins sans attendre que l'autre les devine?» Et je pourrais mettre une sous-question évidemment, mais honnêtement, je pense que parfois ça peut faire l'objet d'un ou plusieurs coachings, de vraiment pouvoir cibler
et de connaître et comprendre ses propres besoins. Ensuite, 5e question, où se situe ma limite entre partager ma vie avec quelqu'un et préserver mon individualité? Pourquoi j'insiste sur cette question, surtout destinée aux personnes qui sont dans la dépendance affective? Parce que, souvent, on a tendance à être dans le: «OK, je partage ma vie». Il y a plus de préserver mon individualité, alors que c'est important qu'il y ait quand même des limites. Où qu'elles soient, c'est important que tu saches où se trouvent tes propres limites. Parce que sans limite claire, soit tu vas te perdre dans l'autre, soit en fait tu vas le repousser par peur, en fonction de là où tu te situes. Et pour moi, l'amour sain, il va nécessiter que chaque individu comprenne qu'on est des êtres entiers et pas la moitié de quelqu'un qui décide d'être ensemble. Et on choisit d'être ensemble. Donc, c'est important de savoir jusqu'où tu as envie de partager ta vie, jusqu'où tu as envie de partager ton intimité, ce qui te semble être juste, quelles activités tu as envie de garder pour toi seul, quelles pensées tu as envie de garder pour toi seul, et jusqu'où tu as envie de partager ta vie avec ta personne. Ça, c'est le premier taf en vrai, pour savoir où tu veux poser tes limites aussi. Voilà. Donc la 6e question, c'est qu'est-ce qui me fait me sentir aimée concrètement au quotidien? Ça aussi pour moi, c'est dans le top 3 des questions hyper importantes parce que je vous le dis, c'est un sujet qui revient tout le temps en coaching. Je finis par comprendre, alors évidemment, je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans les relations de mes clients, qu'on soit bien clair, mais je me rends compte que la plupart des personnes qui viennent me voir, en fait, ont pas nécessairement un problème de communication pure et dure, mais elles ont un problème avec la manière dont l'autre les aime. Elles ne se sentent pas aimées. Et le problème, c'est que elles ne savent pas vraiment. Et c'est moi, en décortiquant, en faisant ce travail avec elles et eux, qu'on se rend compte de la manière dont on se sent aimé. Et parfois, c'est ce qui manque. La dernière fois, je discutais avec une cliente qui m'a dit mais moi, j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un de sain, de gentil, mais il manque un truc. Alors, peut-être que c'est le manque de fusion, le manque de chaos, comme j'ai eu l'habitude, mais peut-être aussi que cette personne ne fait pas les choses ou ne se comporte pas de sorte à ce que tu te sentes aimé concrètement au quotidien. En fait, on parle souvent de langage d'amour. Alors pour moi, je suis pour être dans une relation où on a tous les langages d'amour. Mais déjà connaître les siens, c'est-à-dire qu'est-ce qui, moi, me permet de me sentir aimée, de quelle manière je sens que l'autre m'aime, en fait. Et ce qui se passe, c'est que si je suis toujours en train de devoir interpréter les gestes de l'autre, parce que oui, mais lui, il aime comme ça, oui, mais lui, c'est sa manière de m'aimer, bah, en fait, tu vas quand même être frustré à la fin. Moi, je sais que je pense avoir été aimée, en tout cas à sa manière, dans ma dernière relation. Mais le fait est que, vu que moi, je me sens vraiment profondément aimée par le toucher, par les câlins, par le fait d'être avec quelqu'un de tactile, si l'autre ne l'est pas, il peut faire tout ce qu'il veut, je sais que j'aurais du mal à me sentir aimée. Et en fait, je voyais que j'essayais de me raccrocher à absolument tout le reste, mais il y avait quand même ce manque-là et je sais au fond de moi maintenant, et j'ai du coup appris de cette relation, que sans ça, je sais que ma jauge d'amour, elle sera jamais remplie à 100%. 7e question. Quelle blessure du passé pourrait impacter ma relation actuelle? Voilà, je pense que là, du coup, j'ai mon top 3. Plus tu es conscient des blessures non guéries que tu as, plus tu es conscient de ce qui pourrait saboter, toute proportion gardée, ta nouvelle relation. En fait, plus tu es conscient de tes blessures non guéries, plus tu as mis des mots dessus, plus tu seras capable de poser des mots sur ces blessures à ton partenaire. Plus tu as conscience de tes blessures, plus tu as conscience de tes insécurités, de tes peurs, etc., plus tu es capable d'en parler. Plus tu es capable de mettre le doigt sur tes insécurités et tes peurs, plus tu vas pouvoir mettre le doigt sur quels sont mes besoins face à ces peurs et ces blessures. Et si tu sais mettre les mots sur ce dont tu as besoin, plus vite tu pourras les communiquer à ton partenaire et voir si cette personne peut répondre à ces besoins-là et donc te sécuriser.
Parce que oui, tu peux aussi projeter tes peurs du passé sur une personne qui n'a rien demandé, qui ne mérite pas de payer pour les autres, mais du coup, si tu fais ce chemin-là en sachant tout ça, en étant conscient de ce qui peut impacter ta relation. Impacter, ça ne veut pas dire saboter ta relation, ça veut dire l'impacter par tes peurs, par tes insécurités. N'oublions pas, parce que je sais que parfois on culpabilise d'avoir ces peurs et ces insécurités, la personne en face en a aussi, hein. Donc le but, c'est de pouvoir mettre des mots dessus et en parler ensemble. Donc vraiment faites le taf. Quelle blessure du passé pourrait impacter ma relation actuelle? J'insiste. 8e question, celle-là, elle pique un peu, mais je pense qu'elle est importante. De toute façon, je pense que je ferai une partie 2 avec d'autres questions, que vous pouvez vous poser. Vous me direz si ce format vous plaît. Mais la 8e question, c'est: est-ce que j'entre dans cette relation pour combler un vide ou pour partager ma plénitude, ma sérénité? En fait, plus tu vas être conscient de ça et plus tu feras les bons choix pour toi. Moi, je pense qu'avec le recul, alors peut-être que j'étais tellement dans mes peurs que j'aurais pas réussi à être honnête à 100%. Si je suis honnête avec moi là aujourd'hui, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas été capable d'être parfaitement consciente et honnête pour dire que là, j'entretiens cette relation avec cette personne pour combler un vide. Mais je pense que c'est important quand même de se la poser et j'espère que ça servira au moins à une personne, peut-être que tu es en train de démarrer une relation qui te convient à moitié, simplement pour combler un vide. Euh, mais il faut savoir aussi et pourquoi ça va rendre la relation dysfonctionnelle. Parce que si tu cherches quelqu'un pour combler un vide, pour te compléter, bah en fait, inconsciemment, tu mets aussi une énorme pression sur l'autre. Et on en revient à une des premières questions. C'est qu'en fait, tu vas aussi mettre le pouvoir de ce bonheur, du fait de combler cette blessure, de combler ce vide dans les mains de l'autre. Et pour moi, une relation saine, elle va vraiment unir deux personnes qui vont choisir d'être ensemble pour partager en fait une forme de sérénité et on se met pas ensemble pour guérir de nos blessures, même si je suis convaincue que quand on est dans des relations saines, qu'on a vraiment déjà fait un sacré travail l'un et l'autre, et ben on peut encore plus s'accompagner à guérir nos blessures, mais ne l'oublions pas, ce n'est pas le rôle de l'autre de le faire. 9e question. Comment j'envisage ma vie dans 5 ans? Famille, carrière, lieu de vie, relations, etc. Pourquoi vous devez faire ce travail? Alors oui, quand on est à un premier date, je le répète, je le répéterai toujours, on n'est pas un entretien d'embauche. Mais c'est important de comprendre qu'il y a certaines visions de vie qui vont être incompatibles et donc qui vont créer certains conflits plus tard. Et pour moi, c'est important quand même d'être aligné dès le début plutôt que de se réveiller dans 3 ans en réalisant que en fait, on veut pas du tout la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, je le réalise encore une fois. Alors moi, à titre personnel, ça a été le cas dans ma dernière relation, on avait envie de la même chose. Mais c'était pas suffisant. Donc vous voyez que si déjà on a la même vision, il peut y avoir des complications. Donc c'est important de savoir ce dont on a envie, plus ou moins, hein. Personne vous dit que voilà, il y a plein d'opportunités dans la vie et donc on peut signer pour un truc aujourd'hui et avoir envie de complètement autre chose plus tard. Mais globalement, quels sont vos projets de vie, de carrière? Où est-ce que vous avez envie de vivre? Voilà, j'ai un couple autour de moi, auquel je pense là, mais il y en a sûrement d'autres où, bah, lui a très, très envie de rester, en grande ville, heu, voilà, proche des grandes villes et où elle a envie, d'être plus proche, de la mer, de la nature, de s'éloigner, de la capitale et cetera. Donc, c'est important quand même de réaliser ça parce qu'en fait, si dès le début, il y en a un de vous 2 ou vous, qui, est en train de sacrifier quelque chose qui est important, peut-être qu'il y a quelque chose à repenser. Voilà. Et la 10e question, c'est: est-ce que je suis prêt à construire quelque chose avec l'autre ou est-ce que je suis juste prêt à voir où ça mène? Celle-là, rien qu'en la lisant, je me dis: «Tain, j'ai certains de mes potes qui devraient écouter ce podcast et se poser la question».
C'est horrible, hein. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de couples. Enfin, j'ai envie d'en faire un post, en fait, à part entière. En fait, il y a une vraie différence entre le fait de, se dire: «En fait, là, je suis dans cette relation». Alors, bien sûr, au début de la relation, on peut pas savoir si ça va durer, 1 mois, 1 an, 10 ans ou toute la vie. Mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui, en fait, dès le début, sont juste en mode: «Ah, on va voir où ça mène». Et pour moi, il y a vraiment une différence d'intention et d'énergie. Pour moi, c'est une vraie différence d'intention qui va tout déterminer en termes d'investissement, d'engagement, de capacité à traverser les difficultés, d'envie de traverser les difficultés. Et si dès le départ, il y en a juste un qui veut voir où ça mène et l'autre qui a vraiment envie de construire, bah, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y en a un qui va construire la relation pendant que l'autre observe. Voilà, je vais en faire un post tout de suite, je crois. Je pense que c'est très, très, très important de parler de ça. Parce que sinon, vous allez être la personne qui va construire la relation pendant que l'autre va justement voir où ça mène. Ces questions, elles sont inconfortables, peut-être pas pour vous, mais peut-être que oui. Mais parce qu'elles obligent à être complètement honnête envers soi. Mais pour moi, une relation construite sur du sable va s'effondrer dès qu'il y aura un peu de vent. Je suis vraiment une poète. Pour moi, ces questions-là, c'est une forme de GPS, en fait. Ça te permet de voir la direction dans laquelle tu veux aller. Et elles vont t'éviter de te perdre dans des relations qui ne te correspondent pas. Voilà, c'était le podcast un peu question de journaling. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez réécouter ce podcast pour reprendre les questions et prendre le temps de les écrire, d'y réfléchir, de vous poser dessus et d'être encore une fois parfaitement honnête envers vous-même. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et je vous dis avec tout mon amour, comme toujours, à la semaine prochaine.